Les carnets du major Thompson, Pierre Daninos. 40 millions de sportifs. Il existe plusieurs belles époques pour visiter la France, mais il en est une qui risque de fausser votre jugement. Celle qui s'étend environ du 1er au 25 juillet. L'un de mes premiers voyages en France se situa pendant cette période. Venant de Gibraltar, j'avais traversé les Pyrénées et poursuivais ma route vers Paris lorsque, à un croisement, 2 gendarmes arrêtèrent ma course. « On ne passe pas », me dirent-ils. Ayant encore à cette époque l'habitude anglaise de ne jamais poser de questions, j'obtempérai sans demander pourquoi. La vue d'un grand déploiement de forces policières m'incita d'abord à penser que l'on était sur le point de cerner un bandit de grand chemin. Cependant, apercevant sur la nationale un nombreux public qui conversait joyeusement avec la maréchaussée, j'en déduisis que l'événement était moins dramatique. Une colonne de blindés, à l'arrêt de l'autre côté de la route, sur un chemin de traverse, me fit croire un instant à un défilé militaire. Mais non, car bientôt j'entendis le capitaine de gendarmerie dire au jeune lieutenant qui commandait les chars et manifestait son impatience en se donnant de petits coups de badine sur les bottes. Ces hommes paraissaient beaucoup moins fâchés. « Manœuvre ou pas manœuvre, on ne passe pas !» Il était clair, en somme, que personne ne passerait, ni les Français avec leurs blindés, ni le major Thompson avec sa torpédo, ni même ce monsieur qui, ayant extrait son importance d'une très importante voiture, le classique coupe-fil à la main, obtint pour toute réponse ce « Faites comme les autres, attendez !» que je devais par la suite entendre souvent. Je conclus de ces prémices que tout trafic était interrompu pour laisser la voie libre au président de la République et à sa suite, lorsqu'un cri jaillit des poitrines « Les voilà !» Ce singulier pluriel me fit un instant supposer que le chef de l'État allait apparaître avec mes très gracieux souverains alors en France. Quelle ne fut donc pas ma surprise de voir surgir, en fait de gracieuse majesté, 2 individus mâles, se dandinant sans grâce sur leur bicyclette, curieusement vêtus de boyaux et de maillots aux couleurs criardes, à peine culottés, pour ainsi dire nus, crottés, et dans l'ensemble assez choquant à voir. On voulut bien m'expliquer, sans que j'aie rien demandé, que ces gens, faisant le tour de France à bicyclette, gagnaient Paris le plus vite possible par les voies les moins rapides, ce qui me parut étrange. Mais après tout, ce sont là des choses au sujet desquelles un Anglais, ne s'étonnant de rien, n'a pas à manifester de surprise déplacée. De temps en temps, à Londres, un citoyen, soit par caprice, soit par amour du sport, traverse Piccadilly en blazer rouge et culotte blanche, mais il serait du dernier mauvais goût de se retourner sur lui. Chacun est libre d'agir et de se vêtir à sa guise, sans crainte d'être remarqué, dans un pays où le bon ton commande de voir les gens sans les regarder. Ce qui me stupéfiait, en l'occurrence, n'était pas tant la tenue négligée de ces messieurs, mais le fait que la circulation fût paralysée pour eux par les soins de la police. Pour eux et pour un cortège de camions appartenant à des firmes de pâtes ou d'apéritifs qui, à première vue, n'avaient rien à faire dans l'histoire, mais y étaient, renseignements pris, et tout à fait liés. Je sais qu'il existe un tour d'Angleterre du même genre, mais si peu semblable. D'abord, nos coureurs, loin d'interrompre la circulation, la suivent. Ils s'arrêtent au feu rouge, comme tout le monde. Il s'agit d'amateurs qui, à l'abri des combinaisons publicitaires, se doublent en s'excusant et quittent leur vélo pour le thé. Enfin, ces jeunes gens auxquels personne ne prête attention sont correctement habillés. Je n'arrivai à Paris que fort tard dans la nuit. La situation au Bengale, où j'avais dû, pour des raisons trop longues à exposer ici et qui du reste ne regardent personne, laisser Ursula, me préoccupait. En effet, l'émeute grondait à Calcutta, la police avait dû ouvrir le feu sur la foule et il y avait eu, eventually, 200 morts. Cela, je le savais déjà à Gibraltar, mais je voulais savoir plus. J'achetai donc la dernière édition, et même toute dernière spéciale d'un journal du soir, où un titre étalé sur 8 colonnes annonçait « Garaldi et Biquet ensemble devant les juges de paix ». Pensant qu'un grand procès arrivait à son dénouement, je m'apprêtais à lire les débats à l'ombre d'un alléchant sous-titre « Le démon florentin trahi par ses domestiques »,
lorsque mon œil fut attiré par une coupe transversale des Pyrénées qui s'étendait au sud du journal. J'appris un peu plus tard que Garaldi et Biquet étaient les héros du Tour de France. Par juge de paix, il fallait entendre, suivant une de ces métaphores dont sont friands les chroniqueurs sportifs français, le tourmalet et l'obisque. Le démon était le maillot jaune et les domestiques ses coéquipiers. Quant aux 200 morts de Calcutta, ils étaient enterrés en 4 lignes sous le mont Perdu. Je ne saurais donc trop recommander à mes honorables compatriotes, si du moins ils veulent être renseignés sur les événements du monde en général et de l'Empire en particulier, de ne pas venir en France au mois de juillet, sous peine de voir le Commonwealth soumis à la loi humiliante du Grand Braquet. Quelques jours plus tard, comme je parlais du Tour de France à mon ami le colonel Turlot et lui confiais que je n'entendais rien à toute cette affaire, il riposta en me révélant qu'après avoir essayé à 3 reprises de comprendre quelque chose à un match de cricket, il avait dû subir, chez un psychiatre londonien, une longue séance de relaxation. Et il ajouta « Savez-vous que des millions de sportifs suivent chaque jour la course avec enthousiasme, mon cher Thompson ?» « Voulez-vous dire, my dear Turlot, qu'ils suivent les coureurs à bicyclette ?» Turlot me regarda en souriant comme si je voulais Joker. Non, les sportifs, dont il parlait, luttaient bien chaque jour, mais seulement pour acheter la toute dernière spéciale ou avoir la meilleure place à l'arrivée. Je découvrais là une nouvelle et fondamentale différence entre nos 2 pays. Les Anglais se disent sportifs lorsqu'ils font du sport. Les Français se disent sportifs lorsqu'ils en voient. Il y a donc, aussi pénible que la vérité puisse paraître à mes compatriotes, plus de sportifs en France qu'en Angleterre. On ne saurait d'ailleurs assurer que les Français ne font pas de sport lorsqu'ils sont simples spectateurs. Ne serait-ce qu'au cinéma, par exemple, surtout à l'époque du Tour de France. Monsieur Charnelet y est venu plutôt pour se détendre. Et voilà que, dès les actualités, il est obligé d'enfourcher son vélo pour avaler 700 km de route, car si les coureurs n'accomplissent qu'une étape à la fois, le spectateur, lui, doit en absorber 5 ou 6, quelle que soit son envie de monter le Galibier ou de descendre le col d'Alos. Monsieur Charnelet, auquel on n'a pas demandé son avis, roule donc dans l'enfer des pavés du Nord, crève aux environs de Longwy, dérape, repart décollé, embrasse une Alsacienne d'étape, gravit, malgré ses furoncles, les lacets traîtres du Ventoux, et finalement, suprême punition, traverse les étendues désolées de l'Accro. Rien de plus accablant que la traversée forcée de l'Accro dans un cinéma des Champs-Élysées vers 22h30. Le peloton s'égrène, le peloton musarde, le peloton peine, le peloton se regroupe, le peloton tricote. On évalue à une 15aine de millions les Français qui s'incorporent mentalement à ce peloton et se sentent un instant les jambes, que dis-je, les bielles dorées de Garaldi, le dieu des cimes, ou le mollet rageur de Biquet, le courageux petit Français, auquel le méchant sort fait toujours des misères, mais qui saura se surpasser à l'heure critique. Dans les stades, autour des rings et des cours, les Français ont une façon de gesticuler, de crier, de se démener et, en quelque sorte, de prendre de l'exercice, qui contraste aussi fort avec le comportement d'un Anglais normal. Considérons un match de boxe en France et en Angleterre. À première vue, il s'agit du même sport. En réalité, ce sont 2 choses très différentes. Il en est de la boxe comme du reste. L'Angleterre a été le berceau du sport. La boxe, le tennis, le football, le golf sont tous des enfants anglais. Avec le temps, ils se sont émancipés, ils ont voyagé. On leur a fait commettre des mésalliances. La pureté même de leur essence a été polluée. Entre ces vieilles filles qui, pour voir les finales du tournoi de Wimbledon, passent la nuit sur leurs pliants en analysant comme un point de tricot le drop shot de Dromney ou le backhand de Rosewall, et certains jeunes écervelés du stade Roland-Garros qui qualifient les amortis de carottes et les lobes de chandelles, surtout si c'est l'étranger qui les fait, il y a une distance quasi stellaire. N'importe, quoi qu'en dise le colonel Turlot, l'ancêtre du sport demeure anglais.
Le noble art de porter des coups et de les esquiver était déjà à l'honneur sous Guillaume le Conquérant, alors que les Français pratiquaient tout juste la savate aux barrières de Paris. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? À Londres, le spectacle est sur le ring. À Paris, on se bat dans la salle. Chez nous, on entendrait voler une mouche. En France, on n'entendrait pas un avion. En Angleterre, où des gentlemen en smoking discutent gravement de la haute valeur de l'esquive, on respecte l'arbitre comme un dieu. En France, où seule l'attaque commande le respect, on discute l'arbitre, que dis-je, on le conspue, on le vitupère, c'est un ennemi. Enfin, et surtout, tandis que les Français criblent le tocard de sarcasme, les Anglais l'encouragent. Ce respect du plus faible, cette préoccupation presque instinctive de lui donner une chance dans un combat inégal, sont des lois non écrites du royaume, auxquelles obéissent de façon analogue pêcheurs et chasseurs. Pour discréditer à jamais quelqu'un, un Anglais dira de lui « He's shooting a sitting bird ». Littéralement, il tire un oiseau assis. Je suis effrayée à la pensée qu'en France, la règle qui veut que l'on ne tue pas un volatile à pattes ne soit pas, me dit-on, toujours respectée. Mais, of course, je n'en crois rien. Le même culte de la difficulté guide l'Anglais à la pêche. Sur le Test, l'une des plus nobles rivières du Hampshire, il serait criminel de pêcher au couchant. À l'instant même où, la lumière baissant, la truite monte et devient plus facile, le gentleman, qui a passé sa journée à guetter le poisson dans une chaleur torride, pliera bagage pour regagner Londres. Dois-je ajouter que se servir d'un verre comme appât est un affreux délit et que l'on regarde plutôt de travers les faux sportifs de la mouche mouillée? Je ne doute pas que les sportsmen français soient guidés par un même souci d'équité. Ils sont pourtant si différents. Quand un Anglais pêche le saumon de sa vie, il le fait naturaliser. Le Français le mange, après s'être fait photographier avec sa prise. Si un Anglais pêche une truite d'une taille inavouable, il la remet à l'eau. Un Français est plutôt tenté de manger. Un Français mange toujours, non pas tellement parce qu'il a faim, mais sans parler de cette peur du ridicule qui nous hante si peu et le travaille tellement s'il revient bredouille. Une distraction lui paraît d'autant plus sotte qu'elle ne sert pas à quelque chose. Cette préoccupation utilitaire nous échappe. En fait, les Français répugnent à faire des choses qui ne soient pas utiles. Je me suis laissé dire qu'ils faisaient plus facilement 3 enfants que 2, non par distraction, mais par souci des allocations familiales. Un père fait apprendre l'anglais à son fils non pour la beauté de la langue, toujours relative aux yeux d'un Français, mais parce que cela peut lui servir plus tard. Dans la famille Turlot, il y a par principe un fils qui apprend l'allemand pour pouvoir être interprète pendant la guerre. À l'encontre des Français, les Anglais adorent faire des choses qui ne servent strictement à rien. Il n'y a guère qu'en amour, où ils répugnent à faire des choses superflues comme la cour, voire l'amour même. Mais dès qu'il s'agit d'entreprises sérieuses, comme la pêche ou la chasse, le plus modeste d'entre eux se ruine volontiers en dépensant des trésors d'inutilité pour l'amour du sport. Il y aurait encore beaucoup à ajouter sur le sport traité par les Anglais et maltraité par les Français. Et je m'aperçois qu'après avoir moi-même beaucoup écrit, je n'ai encore rien dit sur le sport qui réunit en France le plus de pratiquants, plusieurs millions contre 200 000 boulistes. Je veux parler de l'automobile, qui vaut à elle seule un développement spécial et mérite d'être étudiée dans un coin tranquille où l'on puisse méditer à son sujet sans risque d'être écrasé. Peut-être aurez-vous cette chance, à moins que vous ne lisiez entre les clous.